qui a donné son nom au célèbre tournoi de tennis français sur terre battue. Alors, c'est parti, je baisse le son en K. Alors, Roland Garros est un aviateur français, lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale, né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion, et mort dans un combat aérien le 5 octobre 1918 à Vouziers dans les Ardennes. Il a reçu son brevet de pilotage à l'aérodrome de Cholet en Maine-et-Loire. Sa célébrité est d'abord venue de ses exploits sportifs en avion et surtout de la toute première traversée de la mer Méditerranée qu'il effectue le 23 septembre 1913 à bord d'un monoplan. Aujourd'hui, son nom reste associé au tournoi des internationaux de France de tennis, qui est aussi et tout simplement appelé Roland Garros, car il se déroule dans le stade qui porte son nom depuis sa construction en 1928. Roland Garros est donc né le 6 octobre 1888, rue de l'Arsenal, rebaptisée depuis rue Roland Garros, à Saint-Denis de la Réunion. Sa famille est depuis longtemps établie dans l'île, avec des origines toulousaines du côté paternel et lorientaises du côté de sa mère, Clara, née Fort. Il n'a que 4 ans quand son père, Georges Garros, décide de partir avec sa femme en Cochinchine. Georges Garros ouvre à Saïgon un cabinet d'avocats pour s'occuper notamment des affaires commerciales de ses amis commerçants vietnamiens. Sa mère assure son enseignement scolaire, mais lorsqu'il atteint en 1900 le cycle secondaire, ses parents sont contraints, en l'absence de lycée dans le pays, de l'envoyer seul en métropole pour y entreprendre ses humanités. À cette époque, la traversée maritime dure près de 2 mois entre Saïgon et Marseille. Dès ce moment et jusqu'à la fin de sa vie, Roland Garros mène une vie pratiquement autonome, seul face à ses responsabilités. Vous le voyez pas, mais je suis en nage. Il fait hyper chaud, heureusement ça ne se voit pas. J'aurais dû prendre comment on appelle ça, mon éventail, vous vous souvenez de l'éventail pastèque. Alors je continue. À peine débarqué à Paris au collège Stanislas, où ses parents l'ont écrit en 6e R1, le garçonnet de 12 ans est foudroyé par une grave pneumonie et sans attendre l'avis des parents trop lointains, la direction du collège décide de l'envoyer à l'autre collège Stanislas à Cannes. Son parcours sportif. Il y retrouve le soleil et le sport, notamment le cyclisme, qui lui feront recouvrer la santé. Comme l'a écrit son ami l'écrivain et journaliste Jacques Mortane, la petite reine a réussi là où la faculté a échoué. Ils seront champions interscolaires de cyclisme en 1906, lui sous le pseudonyme de Danlor, anagramme de son prénom. Ah oui, afin que son père n'en soit pas averti. C'est lui aussi qui mènera à la victoire l'équipe de football du lycée Masséna de Nice. Sa scolarité
popularité, sans être brillante, sera néanmoins soutenue. Il rattrapera sans trop de peine l'année scolaire perdue pendant sa pneumonie. Au milieu de quelques prix obtenus par le collégien, on trouve un premier prix de piano, dénotant une attirance certaine pour la musique. Il gagne Paris pour l'année de terminale en philo qu'il prépare au lycée Janson de Sailly, où il se liera d'amitié avec Jean Bielovutich, un jeune péruvien qui, comme lui, se fera un nom dans l'aviation. Puis il réussit son entrée à HEC Paris, dont il sortira dans la promotion 1908, qui porte désormais son nom. Émile Le Sieur, son ami et condisciple d'HEC, international de rugby à 15, le parrainera lors de son adhésion au Stade français, où il est inscrit dans la section rugby. Et s'il pratique un peu le tennis, ce n'est réellement qu'en amateur. Ayant obtenu son diplôme, il se fait embaucher par la firme automobile Grégoire comme commercial. Il devient chef d'entreprise à 21 ans avec sa boutique Roland Garros Automobile et vend les voitures Grégoire. Il ne devient pas avocat au grand désespoir de son père qui lui coupa les vivres. La naissance d'une passion. En vacances d'été en 1909 à Sapicourt près de Reims, chez l'oncle de son ami Kelnec, il va assister à la grande semaine d'aviation de la Champagne du 22 au 29 août. C'est une révélation pour lui, il sera aviateur. Les bénéfices de son commerce automobile lui permettent de commander aussitôt au salon de locomotive aérienne au Palais de la Découverte la moins chère des machines volantes de l'époque, une demoiselle Santos Dumont. 7500 francs contre 30 000 à 40 000 pour un Blériot 11. L'appareil est fragile et dangereux à cause de son train d'atterrissage fragile qui se brise, ce qui vaut à la demoiselle d'être surnommée la tueuse d'hommes. Il n'y a pas encore d'école de pilotage, il apprendra tout seul avec la collaboration d'un autre demoiselliste, le Suisse Edmond Audemars, qu'il a rencontré sur le terrain d'Issy-les-Moulineaux, que d'aucuns considèrent comme le berceau de l'aviation. Il n'a même pas obtenu son brevet de pilote aviateur qu'il est embauché pour les cérémonies du 14 juillet 1910 par le comité permanent des fêtes de Cholet, où il obtient le 19 juillet son brevet de l'Aéroclub de France, le numéro 147 sur l'aérodrome de Cholet, qui porte désormais son nom. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne porte pas son nom? Et il totalise à peine plus de 3 heures de vol lorsqu'il est engagé par l'industriel américain Art Oberg pour le meeting du Belmont Park à New York. Sa frêle demoiselle et celle de son ami Audemars vont côtoyer les puissants Blériot 11, les Antoinette et les Wright et Curtis, sans bien sûr tenter de rivaliser avec eux. À l'hôtel Astor où il est descendu, il a retrouvé son ami américain d'origine franco-canadienne, John Moisan, rencontré sur le terrain d'Issy. Celui-ci organise avec son frère Alfred une tournée d'exhibition aérienne à travers les États-Unis. Le jeune homme n'a aucune hésitation quand John lui propose de venir voler au sein du Moisan Circus, où le rejoindront Audemars, René Simon et René Barrière. Pour le garçon de 22 ans, c'est l'occasion inespérée de pouvoir voler tous les jours et ainsi d'affiner sa pratique de la boussole et du pilotage par tous les temps.
Le train cirque-moisant traversera une bonne partie des États-Unis, puis le Mexique et enfin Cuba, et vaudra à Roland-Garros le surnom de Cloud Kisser, l'embrasseur de nuages, dans les nombreux meetings d'aviation de l'époque. Homme de record et précurseur en Amérique du Sud, de retour en France en mai 1911, Roland-Garros participe aux 3 grandes épreuves de l'année, la course d'aviation Paris-Madrid, le Paris-Rome et le circuit européen. Malgré ses indéniables qualités de pilote, il se fera chaque fois coiffer au poteau et des journalistes le surnommeront l'éternel second. Il ne tardera pas à prendre sa revanche. Il est ensuite engagé pour un meeting sur le terrain de Champirol, situé sur les communes de Villars dans la Loire et Saint-Priest en Jarez, à proximité de Saint-Étienne, où il retrouve, entre autres vedettes de l'aviation, l'ami Biello, devenu son frère d'armes. Mais surtout, il y fait connaissance de Charles Voisin et de son amie la baronne de la Roche. La sympathie passe tout de suite entre eux et Voisin, qui s'occupe déjà des affaires de Bielovujic, accepte de prendre en main la carrière aéronautique de son nouvel ami. C'est lui qui prépare leur participation au meeting du Mans, et tout de suite après, il va organiser le premier record d'altitude que Garros arrachera avec 3950 mètres au capitaine Félix le 4 septembre 1911 en décollant de la plage de Cancale. Garros professe alors que les records d'altitude sont les plus utiles pour les développements de l'aviation, car les appareils qu'on est obligé de construire pour eux sont les plus sûrs, les moins dangereux, les plus capables de rendre des services. Ce premier record le place désormais parmi les meilleurs. Il est sollicité de toutes parts. À Marseille notamment, où il va renouer ses relations avec son père grâce à la médiation de leur ami commun, Jean Aljabert. Au parc Borelli, plus de 100 000 spectateurs enthousiastes assisteront à ces évolutions aériennes aux côtés de Jules Védrine, l'autre vedette du spectacle. Puis l'industriel américain Willis McCormick, créateur de la Queen's Aviation Company Limited, l'engage avec René Barrière, Edmond Audemars et Charles Voisin pour une grande tournée en Amérique du Sud. Avec son Blériot 11, Garros sera le premier à effectuer la traversée aérienne de la baie de Rio de Janeiro, à survoler la forêt tropicale, à prendre des photos aériennes en relief à l'aide de son Verascope Richard. Il est le premier à voler de Sao Paulo à Santos en emportant symboliquement un petit sac postal, et c'est de concert avec son ami Eduardo Chavez, l'un des futurs créateurs de l'aviation civile brésilienne, qu'il fait triomphalement le vol de retour Santos-Sao Paulo. C'est aussi à Rio, à l'issue d'une démonstration publique, qu'il est abordé par le major Pavamera, chef de la commission militaire du Brésil, et le lieutenant Ricardo Kirk. Avec eux, il va organiser une semaine d'aviation destinée aux militaires, donnant le baptême de l'air à de nombreux jeunes officiers qui vont constituer le noyau de la future armée de l'air brésilienne. Le lieutenant Kirk, considéré au Brésil comme le père de l'aviation militaire, fait partie de ceux-ci, et il commandera dès le mois de septembre la délégation des jeunes officiers brésiliens venus à Étampes passer leur brevet de pilote. Le sien portera le numéro 1089. À ce titre, Roland Garros peut être considéré comme l'initiateur de l'aviation militaire brésilienne. En Argentine, l'aviateur laissera dans la mémoire populaire un nom respecté que beaucoup n'hésiteront pas à associer plus tard à celui de cet autre grand aviateur français, l'archange Jean Mermoz.
juin 1915, le sous-lieutenant Garros est en mission au-dessus de la Belgique lorsqu'il est touché par une balle de la DCA allemande. Son avion connaît alors des problèmes de carburant, l'obligeant à un atterrissage à Ulst, où il est fait prisonnier avant d'avoir pu mettre le feu à son appareil. Le système de tir à travers l'hélice est aussitôt étudié par Anthony Fokker, ses ingénieurs Henrik Lüber, Kurt Herbert et Lenberger, qui créeront un système différent rendant la mitrailleuse complètement synchrone avec l'hélice. Les balles passant entre les pales sans les toucher, ce qui évite les dangereux ricochets. Le système Fokker équipera en premier le Fokker E3 avec lequel l'aviation allemande va dominer les airs jusqu'au milieu de l'année 1916, jusqu'à ce que le système Fokker soit copié par les Alliés. Comme toutes les fortes têtes, Roland Garros sera soumis à une surveillance privilégiée et déplacé d'un camp à un autre, car il faut l'empêcher d'avoir le temps de réunir les conditions d'une évasion. Après de nombreuses et infructueuses tentatives, il parvient à s'évader du camp de Magdebourg au bout de 3 ans, le 15 février 1918, en compagnie du lieutenant Anselme Marschall, qui parle un très bon allemand. Les deux hommes se confectionnent 2 grossiers uniformes d'officiers allemands, puis ainsi vêtus, avec l'aide de la pénombre et du ton irascible d'Anselme, ils passent les 4 sentinelles présentes. Enfin sortis du camp, ils volent les habits civils et commencent un périple qui les mène en Hollande, puis en Grande-Bretagne et enfin en France. À ce sujet, on peut souligner que si le cinéaste Jean Renoir a bénéficié du témoignage du futur général Armand Pinzard, ancien compagnon de Roland à la MS-23, fait prisonnier puis évadé comme lui, il s'est nécessairement inspiré du récit de la captivité de Roland Garros, donné par Jean Ajalbert dans La Passion de Roland Garros ou par Jean Desvallières dans Cavalier Scharnhorst. Pour camper dans la grande illusion, le personnage de Boieldieu, car ce n'est certainement pas par pure coïncidence si son compagnon dans le film porte le nom de Maréchal. Les derniers moments, ces 3 ans de captivité ont sérieusement dégradé sa santé, particulièrement sa vue. Sa myopie latente, devenue très gênante, l'oblige à aller clandestinement se faire des lunettes pour pouvoir continuer à piloter. Clémenceau a vainement tenté de le garder comme conseiller auprès de l'état-major, mais le tigre doit s'incliner devant la volonté obstinée de l'aviateur. Celui-ci veut retourner au combat, un peu comme s'il considérait sa captivité comme une faute coupable. L'évadé a entre-temps été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur, sans difficulté cette fois-ci, car pour le ruban de chevalier, le président Poincaré, lui-même, avait dû intervenir contre de fortes oppositions pour qu'il soit attribué au vainqueur de la Méditerranée. Après une convalescence et un circuit complet de remise à niveau, les appareils et les méthodes de combat aérien ont complètement changé en 3 ans. Il est affecté à son ancienne MS-26 devenue la SPA-26, puis désormais équipée de SPAD-13. Elle fait partie, avec les 3 autres escadrilles de cigognes, du groupe de combat numéro 12. À force de ténacité, Roland Garros parvient à retrouver l'aisance de son pilotage. L'escadrille quitte Nancy pour le terrain de la Noblette, en Champagne. Bien que n'aimant pas l'atmosphère de l'arrière, qu'il a côtoyé à contre-cœur en 1914 alors qu'il travaillait à la mise au point du tir à travers l'hélice, il vient régulièrement en permission de la Noblette à Paris. Marcel n'y est pas. Elle suit une longue convalescence à Billère dans les Pyrénées. Hormis Audemars qui, de nationalité suisse, de
nationalité suisse, ne peut participer au combat et doit se contenter d'assurer la livraison des appareils neufs, et qui occupe toujours le 4e étage du 7 rue Lalo. Tous ses amis sont morts, tous ses amis sont au front ou morts, si bien qu'il se retrouve souvent à Passy chez son ami pianiste Missia Edwards, avec qui il partage l'amour de la musique de Chopin. L'ancien élève de Gabriel Fauré jouera pour lui ses soirées entières quand ce n'est pas Roland Garros, dont le talent musical s'est affirmé depuis Nice, qui est lui-même l'interprète de leur compositeur favori. Un soir de septembre, Isadora Duncan, qui fait partie des nombreux invités du salon de Misia, demande à Roland de se mettre au piano et de jouer du Chopin. Ils s'exécutent et Isadora se met à danser, comme elle le racontera elle-même dans son autobiographie My Life. Alors qu'il la raccompagne à son hôtel du Quai d'Orsay, elle dansera encore pour lui, place de la Concorde, au cours d'une alerte aérienne, tandis que lui, assis sur une margelle d'une fontaine, m'applaudissait, ses yeux noirs mélancoliques, brillant du feu des fusées qui tombaient et explosaient non loin de nous. Peu après, l'ange des héros la saisit et la transportait ailleurs. Le 2 octobre 1918, Roland Garros remportait sa 4e et dernière victoire. La veille de ses 30 ans, le 5 octobre, 5 semaines avant l'armistice, à l'issue d'un combat contre des Fokker T-7, son SPAD explosait en l'air avant de s'écraser sur le territoire de la commune de Saint-Maurel dans les Ardennes, non loin de Vouziers, où il est enterré. Et vous me direz, mais Ariane, quel est le rapport avec le tennis? Eh bien, j'y viens. Le nom de Roland Garros est généralement associé au tennis. En effet, Roland Garros avait adhéré à la section rugby du Stade Français en 1906, avec le parrainage de son condisciple d'HEC, athlète et joueur de rugby, Émile Le Sieur, et c'est ce dernier qui, en 1927, devenu président de la prestigieuse association, exigea fermement que l'on donnât le nom de son ami au stade de tennis parisien qu'il fallait construire pour accueillir les épreuves de la Coupe Davis, ramenées en France par les mousquetaires. Dixit le compte rendu, je ne sortirai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas à ce stade le nom de mon ami Garros. Une citation attribuée à Roland Garros est aujourd'hui inscrite sur la rambarde qui sépare la partie inférieure de la partie supérieure de la tribune centrale du cours Philippe Chatrier. La citation est en français. La victoire appartient au plus opiniâtre, faisant face sur l'autre tribune à sa traduction en anglais. Victory belongs to the most tenacious. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que mon chuchotement t'aura bien détendu et que tu auras appris des choses sur ce fameux Roland Garros, cet aviateur très célèbre. Je ne sais pas pourquoi je commence à avoir mal à la gorge. Je sais pas si c'est le fait de chuchoter. Je pense pas. Je pense que vous savez quand on a mal entre le nez et la gorge, là au milieu, là, entre la paroi là. Ben ça me fait ça. Super. Bon, ben je vais aller prendre
du miel et me reposer. Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pouvez profiter un petit peu du soleil et de la chaleur, car ça y est, nous sommes pas officiellement mais presque en été, pour mon plus grand plaisir et mon plus grand plaisir pour le moral. Les amis, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, buvez de l'eau, ne soyez pas malade. En plus en été c'est horrible. Quoi d'autre? Buvez de l'eau, mettez de la crème solaire, restez à l'ombre. Soyez heureux, soyez amoureux, soyez tout ce que vous voulez. Je vous souhaite tout le